coréenne qui est la star du polar coréen. Et c'est un moment vraiment exceptionnel, je pense. Je ne sais pas si Omiae est déjà venue en Belgique. Elle est déjà venue en Belgique. Zut alors, ça aurait été bien. Bon. Juste au cas. Ah, ça va alors. Bon, mon cher Michel, j'ai 50 minutes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Christine, merci de ton autorité pour avoir rappelé tout le monde à l'ordre. Alors quand Christine dit que l'autrice que nous avons ce soir est une star, c'est une star. Alors, pas chez nous, mais il faut imaginer que dans un contexte coréen, vous additionnez Chatham, Norek, Bussy et vous l'obtenez elle. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui est très représentatif d'un genre, qui est très connu, qui a des adaptations, séries, cinéma, voire plus si affinité. Donc c'est vraiment un très grand honneur pour nous de l'accueillir. Merci à son éditeur Pierre d'être ici parce que, comme ça a déjà été brièvement évoqué dans la première rencontre, on va un petit peu parler quand même du monde de l'édition et des éventuelles implications de ce que c'est d'être un éditeur qui se dédie à la littérature coréenne. Nous aurons aussi Nicolas Spissen qui se cache derrière. Ouais, je ne me cache pas. Voilà. Je vous rappelle quelques brèves lectures de façon à ce que nous abordions les romans très brièvement, mais à travers les ouvertures de textes. Et vous avez à ma droite une personne sans qui cette rencontre ne pourrait pas se passer, ou alors se passerait exclusivement en coréen, vu que le coréen est aussi compréhensible que l'ostendais. Je préfère avoir une interprète à mes côtés. Merci à elle. Et d'ailleurs, je vous demande de l'applaudir. On va ouvrir par une petite lecture. J'ai proposé que les lectures se fassent en fonction des dates de parution en français des titres, ce qui ne correspond pas aux dates de parution en coréen. Et la lecture est extraite de Bonne nuit maman, qui est un roman paru en 2021, je pense, 2020 ici et 2020 en Corée aussi. Donc c'est un texte qui s'ouvre comme ceci. Les incendies nocturnes sont souvent les plus meurtriers, les victimes étant surprises dans leur sommeil. De toute évidence, c'était ce qui était arrivé ici. Dong-sik entra dans la maison accompagné d'un secouriste au cas où il y aurait des survivants. Une odeur âcre de brûlé agressa ses poumons. Il enfila un masque puis pénétra dans la chambre. Le pompier qui avait découvert les corps lui adressa un signe de tête. Dong-sik n'y répondit même pas tant il était concentré sur les dépouilles. Il y avait 2 cadavres complètement calcinés couchés côte à côte. Apparemment, ils étaient morts dans leur sommeil. Probablement un couple. Dong-sik pressa son masque d'une main, retenant avec peine une bordée d'injures. En observant attentivement les cadavres et la chambre, il sentit que quelque chose n'allait pas. N'arrivant pas à se défaire de cette impression, il s'approcha des corps et souleva la couverture à moitié brûlée pour en avoir le cœur net. Chose étrange, l'intérieur de la couette était intact. Interloqué, il se garda de précipiter ses conclusions. Sang-Huk entra dans la chambre, mais à la vue des corps, il recula aussitôt. Tout ancien qu'il soit dans le métier, il évitait autant que possible de voir les cadavres. Dong-sik demanda aux pompiers de veiller à ce que personne ne touche à rien dans la chambre et sortit de la maison. Son coéquipier, qui l'attendait dehors, l'interrogea. « Tu vas où comme ça ? » « J'ai besoin de mon appareil photo, il est dans ma bagnole. Ah, tu sais que j'en ai un ? J'ai besoin du mien, je dois prendre des photos avec. » Sang-Huk garda le silence. S'il voulait prendre ces photos lui-même, c'est qu'ils avaient probablement affaire à un incendie criminel. Le roman ouvre de fait sur un incendie criminel et pourtant le roman parle d'autre chose. Alors, suite à cet incendie criminel, les enquêteurs découvriront une petite fille qui tient son doudou. Et
et qui sera amenée dans une ambulance. Et cette petite fille a heureusement sur elle la carte de son de visite de son papa qui travaille à l'hôpital. Et ainsi, les forces de police pourront appeler à l'hôpital et le papa viendra la chercher. Il se fait que ce papa a une compagne, et cette compagne, c'est une profileuse. Profileuse qui n'est pas sans rappeler, en tout cas c'est comme ça qu'on la présente au début, une certaine héroïne du Silence des agneaux. Et donc on se dit qu'on part sur un récit de tueur en série, puisque cette profileuse, qui de fait a juste été au FBI pendant 15 jours durant les vacances pour visiter les bâtiments, mais bon, ça c'est une autre affaire, va rencontrer un tueur en série qui fait la une de l'actualité, entre autres parce qu'il est fort beau gosse. Tous ceux qui ont vu la série Dahmer récemment comprendront aussi cette forme d'allusion. Et donc on se dit que c'est un récit de traque de tueur en série. Et en fait, non. C'est d'abord et avant tout un drame familial. Et ce qui est intéressant dans le polar coréen, c'est qu'il synthétise bien tout ce qui était précédemment dit dans les rencontres, à savoir qu'il est au final très inclassifiable. C'est toujours très très compliqué pour un critique littéraire de dire « Ah, là c'est un thriller ». Oui, il y a des éléments de thriller. Oui, c'est un policier. Oui, il y a des éléments de policier. Oui, c'est du noir. Oui, mais pas que. Oui, c'est du roman social. Oui, mais pas que. Et je m'interrogeais sur qu'est-ce qu'aujourd'hui l'écriture noire, le polar, la littérature de genre en Corée. Qu'est-ce qu'elle représente? Yann Manouk terminait la rencontre en disant « Dans l'espace francophone, c'est ce qui a le plus de lecteurs. Là, c'est ce qui est le plus. » 불어를 이제 만들어지는 소설에서는 이런 범죄, 스릴러 이런 것들이 굉장히 많은 부분을 차지하고 있는데 한국에서 차지하고 있는 추리 소설의 정과 그리고 비중은 어때요? 네. 먼저 죄송한 게 제가 프랑스 작품이 한국에 번역된 게 많지 않아서 많이 보지 못해서 이 두 곳을 비교하기가 좀 힘들어요. Oui, vous avez parlé un petit peu le marché français au niveau de roman noir, mais je ne connais pas très bien au niveau de romans écrits en français, donc je ne peux que parler pour les Coréens. C'est ce qui m'intéresse. 그래서 이제 네, 몇 명의 그 프랑스 작가분 막심 사탕이라든지 이런 분은 제가 책을 출간한 곳에서 같이 거의 비슷한 시기 책이 나왔기 때문에 좀 봤는데 완전히 범죄에 집중돼 있으신 것 같더라고요. 그분의 이름이 다시 뭐예요? 막심 사탕. Maxime Satin, elle connaît les œuvres de Maxime Satin parce qu'elle a sorti les livres ensemble, donc on a discuté, etc. Mais il est fort concentré sur le crime. 제가 쓰는 작품의 장르는 사실은 저는 스스로 정의하기를 심리 스릴러라고 정의를 하거든요. Moi-même, je définis mon genre d'écriture comme thriller psychologique. 범죄자도 또 범죄의 피해자도 다 어떤 가정 안에 가족 중에 한 명이죠. 그러다 보니까 그런 어떤 범죄가 생기면 그 범죄가 가족들에게 다 영향을 끼치게 되는. Le protagoniste qui commet des crimes ou bien le victime qui est dans cette circonstance, aussi ils ont l'influence importante de cet effet en famille. 그리고 아까 잠깐 그 다른 작가분들 이야기할 때 악에 대해서 잠깐 얘기를 했는데 악한 사람이 어떻게 태어나는가 아니면 환경에서 만들어지는가에 대한 그것이 되게 궁금했어요. 그래서 세계에 한국뿐만이 아니라 전 세계에서 유명한 살인범들에 대한 그 자료 같은 것들을 많이 구해봤는데 La conférence précédente, on avait parlé qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on définit. Mais est-ce qu'on est né mal ou bien c'est l'environnement laquelle on vit fait que la personne devient mal. J'ai cherché
les quelques personnages très 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 connus en crime et le mal en personne, j'ai fait quelques recherches. 많은 부분이 부모가 이 아이가 성장할 때 어떻게 대하고 어떻게 교육시키고 어떻게 사랑을 주느냐에 따라서 굉장히 많이 달라지더라고요. Majorité des cas qui dévoilent que comment les parents traitent les enfants, comment éduquent les enfants, comment on communique avec les enfants et quel environnement, ça joue beaucoup. 그래서 그 잘자요 엄마의 케이스를 보면 이미 여러 사람의 그 여성을 죽인 그래서 감옥에 가 있는 그러니까 완성형의 살인자라고 할 수 있죠. 그 사람과 이제 막 11살짜리 소녀하고를 대비해서 과연 이 사람이 똑같이 어떤 그런 환경이 컸을 때 얘는 어떻게 변할 것인가 그거에 대한 이야기를 쓰고 싶었어요. Donc il y a une comparaison dans Bonnie Maman. Le criminel qui a commis des crimes inconsidérables, déjà tué pas mal de femmes, etc. Donc cet personnage versus cette fillette, est-ce que cette fillette, si elle a le même environnement et l'influence que cette criminelle affirmée, qu'est-ce qu'elle va devenir? 그래서 저희의 범죄 소설의 출발점은 늘 가정이에요. 가정이고 엄마와 자식, 부모 자식, 또 아니면 남편과 아내 이렇게 우리가 가장 태어나면서 바로 접할 수 있으니까 관계를 맺게 되는 그런 인간관계 안에서부터 출발을 하고 있어요. Donc toujours mon départ de l'histoire, c'est maman et les enfants, ou bien c'est entre couples, ou les parents et les relatives, etc. Donc toujours ce qu'on peut vivre en famille. 그래서 제가 쓰는 작품은 사실은 독자분들이 공감을 할 수밖에 없는 게 그 안에 내가 속하지 않는 케이스가 없거든요. Donc, vu cette histoire en famille qui développe autrement qu'on imagine, ça touche tout le monde parce que tout le monde appartient à une famille ou une relation familiale. 그게 아마 독자분들한테 좀 사랑을 받는 이유가 아닐까라는 생각을 해요. Je pense que c'est ça qu'il y a beaucoup de résonance avec les lecteurs, avec mes œuvres. 예를 들면 그 잘자요 엄마를 책을 보고 이제 뭐 독후감 뭐 이런 거를 쓴 글을 봤는데 어릴 때 자기가 여기 나왔던 살인범처럼 아동학대를 당하고 성장한 그러니까 부모에게 아동학대를 당하고 성장한 사람이 제 책을 본 거예요. 그래서 자기가 정말 아주 깊숙이 마음 깊숙이 숨겨놨던 아픈 기억인데 이 책을 보면서 그때의 기억을 떠올렸다라고 하는 케이스가 하나 있었고요. J'ai eu une longue lettre d'un lecteur comme quoi il a eu le même traitement, ce que dans la famille, quand l'enfance il était vraiment très très noir, cet vécu il me touche beaucoup. Alors c'est vraiment un grand texte qui est venu comme un relâchement de son cœur. 그리고 또 하나 기억에 남는 리뷰는 지금 현재 두 아이를 키우고 있는 엄마인 거예요. 근데 옆에 그 아이를 재우고 이 책을 읽었는데 내가 아이를 잘 키우고 있는 건가? 그리고 내가 어떻게 해야 이 아이들이 마음의 상처를 받지 않고 클 수 있을까에 대한 고민을 했다고 써 있더라고요. Une autre, ce que ça me touche, c'est une maman qui a les deux enfants qui dorment à côté d'elle et elle lit mon livre et elle se demande comment je dois faire pour bien élever les enfants sans le drame. 네네.
사실 한국 같은 경우에는 그러니까 굉장히 사회적인 제가 살고 있으니까 더 많이 가깝게 느껴서 그런지 모르겠지만 매일매일 벌어지는 뉴스를 보면 우리 아이들이 클 수 있는 환경인가? 라고 생각할 만큼 굉장히 경쟁도 치열하고 또 혹시 여러분들이 한국 드라마를 보셨는지 모르겠지만 한국 아이들은 밤 10시까지 막 학교에 다녀야 되고 이렇게 굉장히 치열하게 살거든요. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la vie quotidienne en Corée, mais c'est vraiment très compétitif. Les enfants et la famille, la société, il est vraiment compétitif. 역사적으로 굉장히 그럴 수밖에 없었던 게 우리는 전쟁을 통해서 모든 게 다 폐허가 되고 한국 전쟁 이후의 사진을 보면 진짜 지금 우리가 우크라이나를 보듯이 완전히 폐허가 된 곳에서 출발했거든요. 그러니까는 먹고 살아야 되는 문제, 우리 아이들을 잘 키우려고 하면 교육밖에 없다라는 것이 너무 부모들한테 이렇게 인식이 박혀 있다 보니까 서로 경쟁적으로 치열하게 살 수밖에 없는 환경이 됐던 거죠. Cet environnement, il est construit sur la base de commencer à zéro après la guerre. Quand vous voyez dans les images de journal, Ukraine qui est bombardée, etc., il n'y a rien qui est debout, mais la Corée, il était partout comme ça. Donc on a construit toute la société de zéro. Donc ce qui était nul, et on doit construire, et il y a beaucoup de monde qui n'a rien. Donc cette compétitivité entre les gens, il était omniprésent. Et c'était ça, c'est la course vers la vie. 그래서 아직도 제가 그 안에 살고 있지만 굉장히 우리는 아직도 좀 마음의 여유를 갖고 살기에는 힘든 상황이구나라는 생각을 많이 하고 있거든요. 그래서 범죄도 일어나는 것들을 보면 우리가 흔히 작가들이 그런 얘기를 많이 하는데 그 범죄는 그 시대의 욕망을 반영한다라고 보통 말을 하거든요. 그러니까 지금은 우리가 어려웠던 시절의 범죄들은 생계형 범죄, 뭘 훔치거나 이렇게 먹고 살기 위해서 훔쳤다고 하면 지금은 그런 정신적인 피폐함 때문에 이상심리로 벌어지는 범죄들이 많아졌어요. Donc, je pense que le crime, c'est un reflet sur laquelle que nous, la société qui souffre à ce moment. Donc, l'année 60, 70, quand on reconstruit avec vraiment ferveur, à ce moment-là, c'était le crime pour la vie, les vols, etc., c'est arnaque pour devenir riche. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si évident que de trouver la valeur de la vie, donc le sens de la vie, parce qu'on a tout, mais comme on n'a pas la valeur qu'on peut tenir, on devient un peu pervers. Il y a des choses qui se déforment dans notre pensée. 그래서 그 전에는 다른 사람들하고 좋게 지내면 내가 범죄로부터 자유로울 수 있었지만 지금은 마치 교통사고처럼 누가 어디서 갑자기 나를 이렇게 해를 하거나 해하거나 이렇게 돌발적으로 만날지 모르는 굉장히 잠재적인 위험들이 관계에서 만들어지는 것이 아니라 그냥 어떤 상황이 그냥 부딪혀서 만들어지는 그냥 뭐랄까요? 그런 거는 그냥 발생한다라고 얘기할 수 있겠죠. 네, 그런 일들이 더 많아지는 거죠. Même maintenant, la différence entre la criminalité d'avant, c'est il faut mériter cet environnement parce que j'étais là à un mauvais moment, à un mauvais endroit. Aujourd'hui, ça peut tomber n'importe où, de n'importe qui n'est pas visé à personne. Je rencontre la criminalité devant moi qui n'était aucun lien avec moi. Pour évoquer Pierre, qui est éditeur, cette littérature de genre,
quand on se dit en tant qu'éditeur français, je vais me lancer dans le polar coréen, on est accueilli à bras ouverts parce qu'il y a ce soft power, cette Corée du Sud qui a décidé, entre autres, de miser sur la culture comme richesse d'exportation. On le voit à travers la musique, on le voit à travers le film, le cinéma, les séries télé, ou comme on est dans le polar, on est quand même un extraterrestre. Du point de vue de qui? Du point de vue de tes contacts là-bas et du point de vue de la réception ici. Alors quand on a commencé à avoir ce projet d'une maison consacrée au polar coréen, on a passé beaucoup de temps à Francfort sur les stands d'éditeurs coréens pour se plonger dans les catalogues, pour vraiment aller à fond, parce qu'au début on avait un contact d'auteur. Francfort, c'est une grande foire internationale où se négocient tous les droits, pour ceux qui ne savent pas. C'est une sorte de salon d'auto puissance 10. Et donc oui, on était venu par des auteurs qu'on voulait publier, comme Sommier, comme Kim Won-soo, des auteurs qu'on avait rencontrés pour d'autres raisons. Et donc on s'est intéressé ensuite, bon, tout cela était dans le polar, il y avait Jung Yoo-jung aussi, et on a donc essayé de comprendre quel était le monde éditorial coréen sur le polar, et on a découvert que c'était un peu très mal considéré, c'était une littérature de genre, comme on peut la connaître en France, en Belgique, mais avec encore moins de respect pour ce travail spécifique du polar. Et même des éditeurs assez importants ignoraient qu'ils avaient des textes de polar dans leur catalogue, tellement c'était peu important. Et donc voilà, on a fait cette découverte-là. Je dois dire que plus le temps passe, mais de moins en moins, et puis je pense avec l'arrivée des séries télé coréennes, avec l'arrivée des films coréens aussi, je pense que les choses sont en train de changer, qu'en Corée, il commence à y avoir plus d'intérêt pour le polar sous toutes ses formes, et donc quand même l'écrit qui est un petit peu la base, même si on remarque que beaucoup de films coréens de polar sont écrits en tant que films et ne sont pas forcément des adaptations, assez rarement des adaptations en fait. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui en quelques années a énormément évolué et qu'on est passé d'un certain mépris pour ce style à vraiment un intérêt, y compris au niveau de toute la société quand même. Tu trouves des liens avec d'autres secteurs du livre comme je sais pas, le manhwa, le webtoon? Alors le webtoon arrive, enfin c'est quelque chose qui est très implanté en Corée, qui arrive un petit peu qui arrive quand même très fort. Il y a une spécificité du webtoon qui est qu'il y a vraiment une adaptation au smartphone. Et donc on a un média qui porte ce type d'écriture. Dans le polar, on reste encore sur du livre classique, donc il y a un effet de levier qui est peut-être moins important. On reste dans du livre. Il y a une crise du livre qui arrive aussi en Corée, du livre papier, qui n'est pas aussi forte que chez nous, enfin qui commence en tout cas qui leur fait peur déjà. Et donc, oui, c'est un petit peu deux évolutions différentes. Et je crois aussi percevoir que de plus en plus de la part des auteurs dans l'écriture, on écrit en pensant cinéma. Et ça, c'est quelque chose dont à mon avis il faut aussi se méfier quand on est auteur coréen. Il faut rester quand même aussi écrivain de livre et pas que viser toujours une adaptation, même si c'est très intéressant évidemment. Justement, dans l'écriture, aujourd'hui, on sait que chez les Scandinaves, par exemple, l'écriture est timée, minutée, puisqu'ils savent que la grande consommation en Scandinavie est maintenant par podcast, le podcast ayant dépassé le livre, donc les chapitres doivent correspondre à un certain temps de lecture. On sait que dans l'écriture américaine, avec la présence des agents, ce sont des questions de rythme, de cliffhanger, de rebondissement pour des adaptations, séries, profilées, Netflix, voire parfois cinéma, mais c'est surtout l'adaptation de séries qui compte. Est-ce qu'en Corée, vous êtes libre ou ces contraintes d'écriture commencent aussi à être présentes?
en général, et elle. 뭐 connais pas 일반적으로 le 하고 그리고 선생님. 그러니까 제가 아니 한국에서도 어떤 걸 염려도 리듬을 그렇죠. 그 제작을 하는 이거 창작을 할 때 저는 이게 사회적인 어떤 미디어의 변화하고도 연관이 있다고 생각해요. 그전에는 Certes, il y a une corrélation avec le média. 그때는 우리가 책을 보면서 세상을 이해했다고 하면 지금 아이들은 영상을 통해서 세상을 이해하거든요. Parce que avant, moi, je comprenais via le livre, mais les enfants aujourd'hui, ils comprennent le monde avec les images. 그래서 책을 보는 사람들이 가장 많이 하는 칭찬 중에 하나가 뭐냐면 이거 영화로 나왔으면 좋겠다, 드라마로 나왔으면 좋겠다라는 말이에요. Le plus grand compliment que les autres qui font, c'est « Waouh, c'est fantastique ce livre, donc j'espère voir en film ». 그게 자연스럽게 영화나 그 드라마 제작자들은 그래서 그 한국에서는 책이 나오면 이 원작에 대한 판권 경쟁이 되게 치열해요. Donc il y a beaucoup de compétitions qui sont entre les producteurs des films et les réadapteurs contre les bons romans. 출판 시장하고 이 영상화 시장하고가 굉장히 연결이 되어 있는 편인 거죠. Beaucoup plus de liaison, corrélation qu'auparavant. Et il y a de forts liens entre les romans et le film. 그리고 이거는 결국 또 산업하고도 관련이 돼 있는데 출판 쪽이 아무래도 책을 사는 독자들이 수가 줄다 보니까 뭐 영화 판권이나 이런 거를 통해서 팔면 훨씬 더 많은 수익이 들어오고 또 책도 더 많이 알려지기 때문에 많이 팔리거든요. Aussi, l'écosystème de livres, il est différent parce que moins en moins de lecteurs qui lisent tout le livre, mais une fois, quand le film ou bien la série qui sort, il y a plus de lecteurs qui vont pouvoir vraiment lire parce qu'ils connaissent, ils sont curieux, etc. Donc il va à deux. 그래서 서로가 윈윈 전략이라고 할 수가 있겠죠. C'est gagnant-gagnant en quelque sorte. 그래서 저의 작품을 예로 든다면 그 잘자요 엄마하고 그 다음 편이 모든 비밀에는 이름이 있다. 지금 저 두 권도 이제 그 이번 봄에 드라마 계약을 했어요. Les deux œuvres, Bonne Nuit Maman et C'est un secret, les deux, et on a fait le contrat pour faire les séries. 아마 여러분들이 그래서 나중에 혹시 한 1년 후가 되겠지만 넷플릭스를 보시면 제 드라마가 나올 거예요. Ça va prendre genre 1 an ou 2 ans maximum, mais sur la chaîne Netflix, vous pouvez voir mes 2 œuvres sur Netflix. 그리고 제 경우는 조금 더 미디어랑 친한 편이어서 제가 원래 드라마나 영화 시나리오 작업을 한 경험이 있어서 그런지 모르겠지만 제가 소설을 쓰면 보통 사람들이 읽고 나면 어머 이거 드라마 보는 것 같아, 영화 보는 것 같아 라는 말을 많이 해요. 그리고 그러다 보니까 자연스럽게 첫 번째 작품 같은 경우에도 데뷔작인데 바로 이게 희곡으로 되고 또 드라마도 됐었거든요. Mon expérience en tant que scénariste pour les séries et le film, c'est vrai, il est dans le rythme de l'écriture. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait leurs remarques comme quoi que voilà, j'ai lu le livre, mais c'est quand voir le film. C'est vrai, peu de temps après, il est adopté en tant que le série. 그게 한편으로는 그냥 소설만 쓰던 보란하고 저하고 약간 다른 점이 저는 드라마나 영화 쪽 일을 해봤기 때문에 소설을 쓸 때도 그런 구조를 가져오는 것 같아요. 뭐 등장인물이라든지 아니면 이야기 전개라든지 그러다 보니까 원작이 이제 그렇게 드라마화 되는 경우가 더 많지 않나라는 생각을 해요. Je ne peux pas ignorer que la façon de voir et raconter
en rythme de cet développement de l'histoire. Cette construction, il est beaucoup basé sur le rythme de séries, etc., ce que j'ai écrit auparavant. Donc c'est plus facile pour adapter l'histoire en film, etc., dans mon cas en tout cas. 그리고 지금 현재 한국 작가들이 그 생각하고 있는 부분은 이게 영화나 드라마로 되면 한국에서만 한국 시장만 보여지는 것이 아니라 이제는 그런 OTT를 통해서 전 세계적으로 보여지고 또 반응이 워낙 좋기 때문에 이제 아예 작품을 쓸 때 그거를 염두에 두고 쓰는 경우가 훨씬 더 많아졌죠. Maintenant, il y a plus en plus de cas que le romancier en question qui prend en considération pour les films, etc., adaptation de médias après, parce que si on écrit en coréen seulement le livre, on est limité en quelque sorte dans le marché coréen. Mais une fois adopté en film ou des autres médias, c'est très facile à être exporté. Donc c'est un marché important à ne pas ignorer. Deuxième petite pause lecture, parce que là on a évoqué déjà le deuxième tome de la trilogie Chut, c'est un secret, et c'est l'ouverture du roman. Je ne reviendrai jamais, se dit Yuri en accélérant le pas et en tirant sur les sangles de son sac à dos pour l'ajuster à sa taille. Elle était perdue dans ses pensées. Dans quelques heures, maman va rentrer du restaurant et tomber sur le mot que j'ai laissé sur la table à manger. Je me demande quelle tête elle va faire. Elle va se mettre en colère? Elle va s'inquiéter et partir à ma recherche? Peut-être qu'elle ira seulement se coucher comme si de rien n'était en marmonnant un truc comme « pauvre taré ». C'est même sûr à 90%. C'est une des raisons pour lesquelles Yuri avait décidé de quitter la maison. Sans toi, je ne serais pas ici. Tu es comme un boulet accroché à mes pieds. Tu le sais, ça? Aimer lui rabâcher sa mère. À seulement 35 ans, un âge où beaucoup de femmes ne sont même pas encore mariées, avoir une fille de 16 ans ne devait pas être facile. Qui a demandé à naître? C'est toi qui as choisi, maman, murmura Yuri comme si sa mère était en face d'elle. Maintenant, je m'en vais. Vu que tu n'auras plus ton boulet au pied, tu pourras partir où tu voudras. Yuri sentit brusquement les larmes lui monter aux yeux. C'était elle qui avait décidé de fuguer. Pourtant, elle avait l'impression que c'était sa mère qui l'abandonnait. Elle secoua la tête comme pour chasser ses pensées. Je n'ai pas besoin d'une soi-disant maman qui se fiche de ce qui arrive à sa fille. Elle ne savait pas encore où elle allait. N'importe où. Elle prendrait le premier bus qui arriverait. Peu importait la destination, elle s'installerait là-bas. Séoul ou Busan, cela n'avait aucune importance. Du moment que c'était loin, ce serait dur, mais cela valait mieux que de rester. Elle ne se sentait plus la force de vivre ici. Yuri descendit la rue en pente, plongée dans l'obscurité. Arrivée à l'arrêt de bus, elle posa son sac sur un des sièges. Elle attrapa son téléphone pour vérifier l'heure, 19h43. Avait-elle manqué le bus de 40? Il passait toutes les 20 minutes, mais tôt le matin ou tard le soir, étant donné qu'il n'y avait jamais personne, les chauffeurs circulaient un peu à leur guise. En descendant la côte, Yuri avait attentivement observé l'arrêt, mais elle n'avait vu aucun bus s'y stopper. Il ne devait donc pas être passé. Ou peut-être était-il repris il y a déjà un moment. À cette heure, personne ne prenait jamais le bus ici. Dans ce cas, elle devrait attendre celui de 8 heures. Jusqu'à la gare routière de Gongyeong, cela prendrait 30 minutes. À quelle heure partait le dernier bus de là-bas? Tandis qu'elle cherchait les horaires sur son téléphone, une sonnerie retentit et un message s'afficha à l'écran. Tu veux crever? Appelle. Je pense que vous avez déjà pu identifier les victimes. Alors ici aussi les cartes sont camouflées puisqu'on commence avec une fugueuse
Et on retrouve très vite le protagoniste du premier roman de la trilogie, la gamine qui avait été retrouvée dans l'incendie avec son doudou a grandi, elle est devenue une adolescente. Sa belle-mère, la profileuse, est aujourd'hui enceinte et la famille va déménager. Est-ce qu'initialement vous aviez déjà construit le récit en une trilogie, en disant on va voir évoluer un personnage, ou c'est une demande des lecteurs? 맨 처음에는 잘 자요 엄마 1편만 썼어요. Ah, ben, au départ, j'ai écrit seulement Bonne nuit maman. 근데 그 책을 읽은 독자분들이 이 아이가 어떻게 크는지 너무 궁금해요라고 계속 저한테. Les lecteurs me demandent, mais on se demande comment elle va grandir. S'il vous plaît, écris la suite. 그래서 저는 난 안 쓸 거다. Non, 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 je veux pas, je veux pas. 근데 어느 순간 그 얘기를 들으면서 저도 궁금해지기 시작했어요. Ah ben alors, à un certain moment, moi aussi je me demandais. 그래서 이런 아이라면 어떻게 클 거지? 라는 생각을 하기 시작했죠. Cette fillette va grandir comment? 그래서 2편 나오는 게 한 7, 8년 걸렸어요. Alors, c'était quand même douloureux chez moi. Donc, ça a pris 7-8 ans. 정말 11살짜리가 17살짜리가 된 이야기인데 정말로 7년이 걸린 거죠. Cette fillette de 11 ans qui a grandi pour devenir jeune fille de 17 ans, et ben alors ça a pris 7 longues années pour moi aussi. 그래서 저는 사실은 이제 그 2편을 쓰면서 이건 3부작으로 써야 되겠다라고 결심을 했고요. 그리고 이제 어릴 때와 청소년기를 썼으니까 그 다음에 이제 어른이 됐을 때의 얘기를 써야 되겠다 이렇게 생각을 한 거예요. Alors quand j'ai commencé à écrire pour Chute c'est un secret, c'est le deuxième de trilogie, j'ai décidé de continuer jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est en préparation. Donc, Pierre, Chute, c'est un secret, paraît en français à peu près au même moment qu'en coréen. On annonce pour 2023 la fin de la trilogie, tu l'annonces aussi. Est-ce que ça implique un système particulier de traduction, de fonctionnement pour un éditeur français? Moi, j'étais aussi éditeur de la littérature française autrefois. Donc, j'ai toujours été attaché dans le travail d'édition au rapport avec l'auteur. Et même en travaillant avec des auteurs qui sont un peu à peine plus loin quand même de nous, on a essayé d'avoir des rapports suffisamment proches pour justement suivre leur œuvre. Alors, on n'intervient pas dessus, puisqu'ils ont Dieu merci des éditeurs en Corée, mais au moins sur le temps de travail, on essaie de les suivre le plus possible et donc de mettre en place ce système de traduction qui prend du temps. La traduction, il faut savoir que pour la traduction de textes coréens, on travaille en binôme. Donc vous avez une personne coréenne qui va faire un premier état du texte et quelqu'un français qui va réécrire le texte pour avoir une version propre en français. Donc ça rallonge le temps de fait. Donc on est à presque 7 mois pour une traduction Corée-France, qui est assez long. Donc effectivement, on essaye de s'organiser au mieux pour avoir le manuscrit le plus tôt possible, quasiment quand elle le remet à son éditeur, et pour pouvoir lancer les choses rapidement, être dans l'univers suffisamment aussi pour être prêt à défendre le livre, et voilà, et profiter de cet élan pour coller à l'actualité aussi, parce qu'elle évolue très vite. Le polar vit beaucoup de tous les mouvements de la société. Donc, encore une fois, plus on arrive à être proche de ça, plus nous, ça nous satisfait. On espère que le lecteur en profite aussi. Là, on évoquait la proximité, et en même temps, certains textes sont assez intemporels, puisque la nouveauté est en fait issue d'un vieux texte, puisque vient de sortir Les 30 meilleures façons d'assassiner son mari, qui est en fait un recueil de nouvelles qui s'appuie sur une première novella
qui est paru en 1994 et qui est vraiment le déclencheur du succès de notre invitée, qui d'ailleurs pour l'instant est adapté en pièce de théâtre. Je pense que ça fait plus de 20 ans qu'elle est jouée. Donc c'est vraiment un texte fondateur. Dans le recueil de nouvelles, il y a cette novella ainsi que 4 autres textes. Je proposerai une petite lecture de l'ouverture d'un de ces textes. Tout est enfin prêt. J'ai planché là-dessus durant des jours, des mois entiers. J'ai beau y réfléchir, je ne vois aucune faille. Le moment est venu d'en parler à ma femme. Si ce jour était un jour comme les autres, aussitôt le repas terminé, je me serais assis dans le canapé pour lire le journal et, impassible, j'aurais regardé mon épouse faire la vaisselle puis disparaître dans son atelier. Elle utilise en effet ces sculptures comme excuse pour ne pas avoir à rester en tête-à-tête avec moi. À vrai dire, ça m'arrange, car je me fiche bien de ce qu'elle fabrique. Mais aujourd'hui, au lieu d'attraper le journal et de m'installer dans le canapé, je reste à table. Ma femme range les bols, je lui demande de me préparer un café. C'est ma façon de lui signifier que j'ai quelque chose à lui dire. Elle se retourne vers moi, m'examine un moment, puis allume la cafetière. Peu après, elle pose devant moi, sur la table parfaitement propre, une tasse blanche. C'est une Bonechina, si je me souviens de ce qu'elle m'a dit. J'ai lu dans un magazine que cette porcelaine est fabriquée à partir d'os de bœuf broyés. Une tasse en os de bœuf. Et voilà que je me retrouve à boire du café là-dedans. Je commence à gamberger, à me demander s'il n'y a pas quelque chose dans ma boisson. Par exemple, un os d'animal en train d'infuser au fond. Ce genre d'idée ridicule, qu'importe. Le café est si bon que je vide ma tasse sans en laisser une goutte. Ce n'est pas l'imagination qui risque de me couper l'appétit. Tu as quelque chose à me dire ? Déclare sèchement mon épouse, tandis que j'observe la vaisselle devant moi. Manifestement, elle se demande combien de temps elle va perdre à parler avec moi. Je lâche le morceau, sans explication superflue, histoire d'observer sa réaction. Ce week-end, si tu as du temps, ça te dirait que nous allions à la campagne ? T'en penses quoi ? Les yeux écarquillés, elle me dévisage. C'est si inattendu qu'elle en reste bouche bée. Je scrute son visage, m'efforce de deviner à quoi elle pense. Le truc, c'est qu'avec la préparation de ma prochaine exposition, elle laisse sa phrase en suspens, comme si elle songeait à quelque chose. Ma proposition totalement inattendue semble vraiment lui avoir embrouillé les idées. C'est vrai qu'avec notre vie commune plus froide qu'un iceberg, elle a de quoi la déconcerter. Elle ne sait plus sur quel pied danser. D'un côté, elle se dit qu'elle pourrait regretter plus tard d'avoir refusé. De l'autre, elle ne peut pas accepter du tac au tac après notre longue période de guerre froide. J'ai choisi cet extrait parce que c'est la troisième nouvelle du recueil, parce qu'il est très représentatif aussi du style coréen, à savoir une présence d'humour, parfois là on ne l'attend pas. Quand vous aurez lu le texte, attendez-vous à voir du twist, parce que c'est quand même aussi une des grandes manières de faire. Et pour en dévoiler un petit peu sur le texte, monsieur est très content d'aller à la campagne car il aimerait bien mettre fin à son mariage. Et madame est très contente d'aller à la campagne, car elle n'osait le demander à monsieur, car il envisage de mettre fin à son mariage. Je vous laisse imaginer la chose. Comme dernière question, je voulais aborder un sujet d'un élément qui me semble omniprésent dans ce que je lis de la littérature noire coréenne pour le moment, à savoir que l'espace du polar est en fait le MeToo coréen, ou le champ d'action d'une revendication féministe, d'une
une exposition du patriarcat, de ses valeurs archaïques. Dans la trilogie, l'épouse est profileuse, mais se débrouille pour être une bonne épouse. Dans toutes les nouvelles ici, il y a une épouse qui invente chaque jour une façon d'assassiner son mari car elle n'en peut plus. Il y a des hommes qui battent leur épouse et ainsi de suite. 여성들이 그 가부장적인 사회에 대한 어떤 부정 이런 것들이 막 나오는 그런 것들이 이 추리소설에 나오는 것 같은데 이건 어떻게 생각하세요? 그거는 영원한 이야기인 것 같아요. 그러니까 헐리우드 영화를 봐도 남녀에 대한 이야기 뭐 이런 거는 끊임없이 오랜 역사를 이어오면서 전 세계적으로 공통적으로 할 수 있는 이야기인 것 같거든요. 그래서 아마 지금 이제 우리는 특히나 여성들이 사실은 우리나라에서는 가부장제라고 해도 남편이 집에 그러니까 출근하고 나면 집을 장악하고 있는 건 여자거든요. 그래서 다른 나라에서는 잘 모르겠지만 우리나라는 사실은 엄마들이 더 힘이 세요. En fait, pas vraiment le mouvement de MeToo parce que vous n'avez pas vraiment l'idée, mais en Corée, les hommes qui partent de la maison au matin, ils reviennent au soir. Bon, bien sûr, beaucoup de femmes travaillent aussi, mais historiquement, les hommes partent et une fois ils partent, la maison, c'est une gestion totale sur les femmes, même le salaire qui est versé sur le compte de la femme. Donc, les femmes ont vrai pouvoir dans la gestion. 그 사회적으로는 여성들이 받았던 억압이나 이런 것들이 굉장히 많았던 건 사실이죠. 그런데 뭐랄까 한국 사람들이 좀 더 과격하다고 할까요? 그래서 이제는 미투를 넘어서서 벽을 쌌어요. 그러니까 Bon, ben, c'est vrai, il y a quand même cette polarité que les hommes, ils étaient beaucoup mieux respectés de naissance. Ça, c'est vrai. Mais je pense que le mouvement de MeToo, il n'est pas vraiment présent parce que le phénomène aujourd'hui, c'est beaucoup plus loin que ça. On a fait un mur. 그래서 지금 20, 30대 여성들의 많은 수가 난 남자가 싫어, 이제 결혼 안 해 하는 게 되게 많아졌어요. Il y a beaucoup de femmes, 20 à 30 d'années, etc. Ben, ils disent que je déteste les hommes, je ne vais jamais me marier. 그래서 사실 대한민국이 지금 정부가 걱정할 정도로 결혼율도 굉장히 떨어졌고요. 출산율도 굉장히 떨어져서 이제 인구 감소가 시작됐어요. Même le gouvernement coréen, il s'inquiète pour le futur de la population parce qu'il y a moins et moins de mariages et le taux de naissance nouveau-né, il est le bas mondial. 여성들이 그 엄마가 어떻게 살아왔는지를 지켜보면서 딸로서 엄마를 보면서 너무 많은 의무와 해야 될 일들이 있는데 엄마가 행복하지 않다라고 느껴지는 거죠. Quand les filles regardent la vie de leur maman, il y a trop de devoirs, il n'y a pas de réjouissance, le moment de répit. Donc les filles ne rêvent plus du tout de devenir à leur tour maman. 그리고 그 미투 운동과 함께 특히 여성들이 더 남성을 거부하게 되는 사건들이 뭐가 있었냐면 그 데이트 폭력이나 그 데이트 살인까지 가는 사건들이 굉장히 많아졌어요. 그러니까 흔히 뭐 연애하다가 헤어질 수 있잖아요. 근데 그 남자가 난 너랑 이제 뭐 만나지 않겠어 하면 남자가 그걸 받아들일 수 없으니까 그 여자를 한다거나 그 가족까지 살인하는 경우가 굉장히 많았어요. 그 최근에. Au-delà de violences sexuelles sur le lieu de travail, etc., le MeToo de ces jours, il y a quelques grandes affaires
de féminicide. Après les ruptures de l'amour, les hommes, ils n'encaissent pas cette rupture, donc ils tuent l'ex-femme ou bien ex-compagnon. 그래서 이거는 사실은 한국에서는 미투 운동 이런 것이 뭐 어떤 이념의 그 운동이 아니라 생존의 문제인 거거든요. Alors donc, au-delà de l'idéologie MeToo, mais ça, c'est un combat de survie. 내가 만나는 이 남자가 나중에 나랑 혹시 헤어질 때 나한테 어떤 해코지를 할지 모르기 때문에 난 불안해서 남자를 못 만나겠어 하는 경우가 되게 많아요. Il y a de plus en plus des femmes qui se demandent, voilà, l'amour en face de moi. Une fois, quand ça tourne mal, est-ce que cet homme, il va devenir criminel envers moi? Donc, pour éliminer ces doutes, je ne commence pas la relation. 제가 여기는 어떤지 모르겠지만 실제로 작년에 제가 부장송에 가서 이제 북토크를 한번 했는데 거기 한국 유학생들이 왔더라고요. 여학생들이. 물어봤어요. 왜 여기까지 와서 이렇게 어학원 다니고 있냐 했더니 한국 남자들이 싫어서 도망왔어요 라고 얘기하더라고요. Bon, l'année passée, j'étais en Bougeançon, le foire de littérature, les rencontres, etc. Mais il y a quelques femmes, jeunes femmes coréennes qui sont là. Alors j'ai discuté avec eux, voilà, racontez un petit peu vos histoires. Ah ben, j'ai peur, je déteste les masculins coréens, donc je suis en exil. 근데 재밌는 얘기를 하나 해드리면 거기에 이제 젊을 때 파리로 유학 가서 살고 계신 이제 번역가 분이 같이 계셨거든요. 그 유학생들한테 그래서 여기 와서는 남자친구 안 사귀었어 했더니 프랑스 남자 사귀었대요. 그러니까 그 번역가 분이 그분은 이제 여기서 오래 사셨으니까 살아봐 프랑스나 한국에 똑같아 남자들 다 똑같아 라고 얘기해요. Donc il y a une traductrice qui travaille pour le livre, etc. Donc c'est une femme coréenne. Donc elle s'est mariée avec un Français. Donc elle a donné un petit peu son conseil à ces jeunes femmes. Bon, après quelques longues années, j'ai découvert une chose. Le masculin coréen et français, il n'y a pas de différence. Bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas, merci Pierre, merci madame, merci mesdames. C'est mon mari. Je voudrais juste préciser une petite chose. C'est que d'abord les romans de Seo Miae se trouvent là-bas, mais Pierre et moi, nous avons un petit coup de cœur pour un roman coréen qui s'appelle Été quelque part des cadavres. Tout à fait. Et voilà, il est là, et donc on vous le conseille, en tout cas moi je vous le conseille, Pierre aussi. C'est un premier roman et c'est une scénariste. Et c'est une femme. Et c'est une femme, et c'est un roman sur l'adolescence, c'est magnifique, et voilà, beaucoup. Et merci surtout d'être venu jusqu'ici pour nous rencontrer.